merci à tous d'être venus ce soir ici. Merci à Monsieur Sfer d'être présent. C'est un honneur pour nous de le recevoir à l'ESCP. Donc, pour cette conférence qui s'intitule Le Proche-Orient dans la tourmente, organisée par AESCP Liban et HECEL, avec Alexandre Najar ici présent. Donc, pour parler un petit peu de M. Sfer, il est journaliste, politologue et écrivain. Il a notamment écrit les livres Le Proche-Orient, vers l'Orient compliqué et L'Islam contre l'Islam, l'interminable guerre entre sunnites et chiites. Il est directeur et fondateur des Cahiers de l'Orient et du Centre de réflexion sur le Proche-Orient. Donc c'est un honneur pour nous de le recevoir ce soir. Je vais laisser Alexandre Najar, président de HECEL Tiafé-Kourou. Merci Johnny. Je vais essayer de ne pas trop te répéter. Donc premièrement, au nom d'HECEL, merci à tous d'être venus ce soir. Merci à Monsieur Antoine Sfer encore une fois. Et je suis sûr qu'il va pouvoir nous permettre d'en savoir plus sur un sujet d'actualité qui nous intéresse tous. Donc voilà, c'est la première conférence, le premier événement co-organisé par ESCP Liban et HECEL. J'espère que c'est le premier d'une longue série. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Sfer et bonne conférence. Et ensuite on aura un petit laps de temps pour poser quelques questions à Monsieur Sfer. Bonsoir à toutes et à tous. Nous devons aborder une région qui aujourd'hui, bien entendu, est dans la tourmente, mais ça, la lecture des journaux nous le permet, et nous permet de constater à quel point cette tourmente s'est exportée également en France et en Europe, ne serait-ce que par la crise des migrants, mais c'est une tourmente à plusieurs niveaux. Nous avons d'abord des guerres, des conflits nouveaux, qui bien entendu sont des guerres ethniques entre Perses et Arabes. Nous avons également des guerres confessionnelles, car on ne peut plus se passer de la lecture confessionnelle entre chiites et sunnites. Et enfin, nous avons des guerres également stratégiques. Stratégiques dans la mesure où se joue sous nos yeux le contrôle de certaines bras de mer, comme le détroit d'Ormuz, et par lesquels passe, je vous le rappelle, 17% du pétrole mondial, 65% de notre approvisionnement énergétique à nous occidentaux, y compris le Japon, et également la mer d'Oman, la mer d'Aden, le golfe d'Aden. Si nous avons la chance d'avoir une carte, on verrait bien que sur le golfe d'Aden se trouve le détroit de Bab el-Mandeb qui contrôle, vous l'avez devant vous, l'entrée et la mer Rouge, l'entrée et la sortie de la mer Rouge, et donc l'entrée et la sortie des deux canaux de Suez, le deuxième ayant été inauguré le 6 août dernier. Nous avons également aujourd'hui une guerre économique qui s'infiltre là-dedans, puisque tout le long des côtes de la Méditerranée orientale, donc Syrie, Liban, Palestine, Israël et bien entendu Chypre qui a aussi ses eaux territoriales, une énorme poche de gaz qu'on vous promet être un Eldorado. On verra bien. Pour le moment, en tout cas, les Israéliens sont les seuls à avoir commencé à... Nous avons une guerre qui implique tout d'abord la région, mais également les pays eux-mêmes. C'est une guerre qui, aujourd'hui, a éclaté l'Irak, mais ce sont des guerres aussi qui ont éclaté d'autres pays, comme la Libye, où on sent réellement que le mur qui retenait la migration subsaharienne vers l'Europe s'est écroulé. Et d'ailleurs, on le ressent nous-mêmes en France, à Calais et ailleurs, et bien entendu dans les autres pays européens. Tout cela nous pousse à essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Et pour cela, il faut réellement revenir, plonger dans l'histoire de cette région. Si vous regardez le Proche-Orient seulement, c'est-à-dire la Méditerranée orientale, toute la rive arabe qu'on appelle
jusqu'à aujourd'hui la côte des pirates, puisqu'ils vivaient de la piraterie et de perles. D'ailleurs, les choses n'ont pas changé. Aujourd'hui, ce sont devenus des pirates financiers et les choses n'ont pas beaucoup changé. Je parle du Qatar, de Bahreïn et d'autres pays, et d'autres pays, si on peut appeler ça des pays, d'autres tribus de la côte des pirates. Et de l'autre côté, il y avait la rive iranienne qui était également occupée par les Britanniques. Le nord de l'Iran, lui, avait été occupé par les Russes. Nous sommes en pleine actualité. Les Russes et les Anglais resteront personne non grata en Iran jusqu'aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, et on va y revenir. Mais il fallait absolument se partager le Proche-Orient. On s'est partagé le Proche-Orient en triturant les frontières. S'il y a des arabisants parmi vous, vous savez très bien que Iraq, en arabe, veut dire les basses terres, les racines, les basses terres. Mais en prenant les basses terres seulement, regardez bien l'Irak, vous ratez absolument les deux gros gisements d'hydrocarbures qui sont Mossoul et Kirkouk. Et si vous prenez la définition de la Mésopotamie, en grec, Mésopotamios, veut dire tout simplement le pays des deux fleuves, entre les deux fleuves. Or, le Tigre et l'Euphrate sont les frontières naturelles. Qu'à cela ne tienne, les Anglais en ont fait le pays au-delà des deux fleuves, c'est-à-dire pour avoir Kirkouk et Mossoul, et ne pas se contenter de Bassora, qui est, elle, quasiment dans le sud, l'extrême sud du pays. On a trituré les frontières naturelles, mais on a trituré les frontières naturelles au Liban également, puisque les frontières naturelles libanaises s'arrêtent à 10 km de tir. Or, on s'est aperçu que au-delà, jusqu'à la frontière de Palestine, alors, le foncier, les terrains appartenaient à l'église maronite. La France n'allait pas se fâcher avec les maronites, donc on a élargi les frontières jusqu'à la frontière de Palestine pour englober les terrains qui appartenaient au patriarcat maronite. Donc on s'est retrouvé avec, bien entendu, des frontières qui n'étaient pas naturelles. Des exemples comme ça, malheureusement, on peut en citer pas mal. Deux pays échappent à cela, l'Égypte, bien entendu, l'Égypte éternelle, mais également le Maroc, qui, lui, était le seul à n'avoir pas été occupé par les Ottomans. À la sortie de la guerre, bien entendu, arrivent les Américains, qui sont venus parachever la paix, si vous voulez, la victoire en 1917 avec les Ottomans. Et les Américains regardent cette région avec curiosité. Et ils s'aperçoivent qu'elle est occupée partout, sauf dans cet énorme désert arabique, où il y a des tribus qui se battent, où il semble qu'il y ait une tribu qui semble l'emporter sur les autres. C'est la fameuse tribu des Saouds. Et alors, ils n'envoient pas une armée, ils n'envoient pas des diplomates, ils envoient des géologues. S'il y a du pétrole, on s'y intéresse, s'il n'y a pas de pétrole, on ne s'y intéresse pas. Les fameux géologues de la Standard Oil of California, qui va au moment de la loi contre les trusts, devenir Chevron et Exxon, les deux premières aujourd'hui encore aux États-Unis. Et ils vont s'apercevoir que 4 ans après l'émergence d'un royaume, dit le royaume d'Arabie Saoudite, le seul pays sur la planète qui porte quand même le nom d'une famille au XXIe siècle, eh bien, ce royaume renfermait beaucoup de pétrole. Ils viennent dire au roi, Ibn Saoud, Sire, nous avons trouvé du pétrole. Et lui, qui vient de passer 30 ans de sa vie à guerroyer pour reconquérir, en l'élargissant, le royaume de ses ancêtres, le roi Saoud Ier au XVIIIe siècle, eh bien, elle leur répond, très pragmatique, vous auriez mieux fait de me trouver de l'eau. Ce qui reste le problème numéro 1 de l'Arabie aujourd'hui.
Et bien entendu, à ce moment-là, il y a la Seconde Guerre mondiale, et c'est là que va se nouer une, je vais dire, une relation très particulière entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, puisque en 1945, février 1945, nous avons le président Roosevelt qui demande à voir ce roitelet, même s'il faisait 2,5 mètres, ce roitelet qui dort sur un matelas énorme, un matelas de pétrole. Et la rencontre se fait sur le fameux croiseur, le Quincy, où Roosevelt l'accueille à la coupée. Là, je vous conseille de lire quand même la relation de cette rencontre par Benoît Méchain, qui le raconte d'une façon parfaitement et absolument poétique. Et on a, à ce moment-là, ce dialogue qui va s'établir, puisque Roosevelt lui dit « Alors, cher ami, que puis-je pour vous ?» Et l'autre, lui, je crois qu'il a mal entendu, là. Toujours à la coupée, il lui dit « On m'a demandé de venir vous voir parce que vous étiez dans un fauteuil roulant. Alors je me suis déplacé. C'est à moi de vous demander que puis-je pour vous ?» Et Roosevelt, un peu décontenancé, lui répond « Je veux votre pétrole. » D'autant que les choses avaient été déjà discutées entre diplomates. Et on lui répond, le roi lui répond « Écoutez, on ne se connaît même pas. Commençons déjà par partager le pain et le sel, et peut-être qu'au café on parlera pétrole. D'ailleurs, j'ai amené mon cuisinier avec moi. Ça prouve à quel point il avait confiance dans la cuisine américaine. Mais il n'en reste pas moins qu'ils ont parlé pétrole. Et là, il a été décidé, ou du moins confirmé, car cela ne fait pas partie, selon les historiens, du pacte de Quincy. Mais il a été confirmé ce qu'il avait été décidé auparavant, c'est-à-dire que les Américains allaient recevoir tout le pétrole saoudien exclusivement. Et en contrepartie, les Américains s'engageaient à garantir les frontières de l'Arabie Saoudite, élargies certes, puisque la province de Assir, qui est yéménite, va être phagocytée par l'Arabie, et surtout assurer la survie de la dynastie des Saoudiens. Souvent on oublie cela, alors que c'est fondamental pour les Saoudiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la relation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite se détériore, parce que tout simplement, il semble que les Saoudiens se sentent trahis, notamment depuis l'accord avec l'Iran, mais on va y revenir. Il n'en reste pas moins aussi que, à partir de ce moment-là, l'Arabie Saoudite rentre de plein pied sur la scène arabe, alors qu'avant elle était un peu périphérique entre les deux guerres et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce moment-là que choisit l'histoire pour nous servir un tremblement de terre dans la région, c'est bien entendu la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël qui se fait vis-à-vis d'Européens, puisqu'il y avait dans tous les pays de la région, à ce moment-là, des communautés juives nombreuses, et pas seulement séfarades, c'est-à-dire venues de la Reconquista espagnole vers les pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, Algérie, Libye et autres, mais également dans le Proche-Orient. Depuis toujours, il y a eu des communautés importantes dans cette région, qui n'avaient jamais quitté la région d'ailleurs. Mais la guerre entre Israël, nouvellement créé, et les pays voisins, les pays arabes, va entraîner, bien entendu, le problème des réfugiés distribués sur les 4 pays voisins, Liban, Syrie, Jordanie et Égypte, selon le quota des populations des pays. Chaque pays va réagir différemment, bien entendu, mais cela va avoir des conséquences également sur les régimes dans les régions, et on va voir se battre ou s'abattre des régimes comme la monarchie en Égypte, comme la monarchie en Irak, etc., etc. Sans revenir à des fondements de l'histoire de cette région, il faut juste savoir qu'à ce moment-là, le monde est divisé en deux. Nous avions un monde libre, ou dit libre, et un monde qui ne l'était pas.
Mais le monde arabe s'est également, à ce moment-là, divisé en deux. On a eu ce qu'on a appelé pompeusement les progressistes autour du républicain Nasser, et en même temps, on avait les conservateurs réunis autour de l'Arabie saoudite. Donc, est un nationaliste. Il veut accroître l'arabilité des terres égyptiennes, qui n'était que de 4%, autour de ce qu'on appelle traditionnellement en Égypte le dieu Nil. Il veut passer à 8%. Il a besoin, pour cela, de ce fameux barrage d'Aswan. Il s'adresse précisément, non pas aux Français et Britanniques, qui sont les deux grandes puissances en fin de course, mais qui pour lui étaient des colonisateurs. Il s'adresse immédiatement aux États-Unis d'Amérique, qui sont d'une honnêteté rare. Les deux frères Dallas, John Foster Dallas, qui était ministre des Affaires étrangères ou secrétaire d'État, son frère qui dirigeait la CIA, Alan Dallas, lui disent « Mais tu n'as pas une goutte de pétrole à nous donner, va jouer ailleurs. » Et il va aller jouer ailleurs, et avec l'Indien Nehru et le Yougoslave Tito, il va monter le mouvement des non-alignés. Ce mouvement des non-alignés qui aurait changé la face du monde s'il avait perduré. Néanmoins, ils finissent par tomber dans l'escarcelle soviétique qui construisent le barrage d'Aswan. Alors on a traité Nasser de communiste. Je ne suis pas sûr qu'il savait ce que voulait dire communiste. Lui était un nationaliste qui était très fier d'être égyptien et qui voyait que sa parole portait au-delà des frontières de l'Égypte, dans des pays comme la Syrie, le Liban, l'Irak et ailleurs, autour de cette idée de renaissance arabe, en même temps indépendance arabe, et en même temps cette unité arabe, ce nationalisme arabe. Et là, vous avez deux concepts dont nous payons les conséquences, qui vont s'affronter. Le concept de la Umma al-Arabiya, la nation arabe, est le même mot qui va également servir à la nation musulmane, la Umma Islamiyya. L'une incarnée par Nasser et l'Égypte et l'autre incarnée par l'Arabie saoudite et les pétromonarchies dont je viens de parler. En 1956, Nasser ose, à l'outrecuidance, de nationaliser le canal de Suez, qui était toujours aux mains des Français et des Britanniques, qu'on ne va pas l'oublier. Il avait suivi en cela l'Iranien Mossadegh en 1953. Mais Mossadegh n'a pas eu la même chance que Nasser. Il a été renversé de son rôle de Premier ministre, on a ramené le Shah, et le pétrole iranien a repris le chemin de Washington. Ça n'a pas été le cas cette fois-ci. Nasser nationalise, on fait la guerre à Nasser. Les Français et les Britanniques, et entraînent avec eux l'armée d'un État nouvellement créé, l'armée d'Israël, Tsahal, qui va avoir dès ce moment-là le label d'excroissance du monde occidental dans la région. Déjà, il y a cette coupure d'Israël avec ses voisins de non-intégration dans la région. Et à partir de là, Nasser subit une défaite, bien entendu. Les Français et Britanniques débarquent, mais aussitôt débarqués, aussitôt rembarqués, puisque les deux nouvelles grandes puissances, l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, obligent les Français et les Britanniques à rembarquer. La forme flamboyante victoire militaire se transforme en pitoyable défaite politique. Tout le monde se souvient, en tout cas, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux et sur YouTube, l'éclat de rire de Nasser quand il récupère son canal de Suez. Là, ce geste lui donne une envergure internationale. Et à partir de là,
Nasser est le leader incontesté de ce qu'on a appelé les progressistes au Proche-Orient. Au moment où s'installe au Proche-Orient ce que nos diplomates occidentaux avaient appelé très pudiquement, vous remarquerez pourquoi j'adore la langue française et ses nuances, les ruptures de représentativité. Ce qui en français normal veut dire des dictatures, tout simplement, qui plus est des dictatures militaires, notamment en Irak après la mort du roi Faisal et son remplacement par le général Qassem, notamment en Syrie avec l'arrivée des premiers bassistes, le parti créé en 1940 au pouvoir, notamment bien entendu au Yémen, avec la prise de pouvoir au Yémen du Sud par ce qu'on appelle les progressistes également. Tout cela s'installe. Il n'y avait eu qu'un seul endroit où il y avait une liberté d'expression, c'était le lieu de culte, c'est-à-dire les mosquées. Or, les mosquées étaient à ce moment-là aux mains des prédicateurs séoudiens qui avaient essaimé un peu partout dans le monde, dit le monde arabe à ce moment-là, qui avait un sens. Et il faut savoir qu'à la sortie de la guerre de Suez, c'est une véritable guerre. Je sais que dans le manuel scolaire, vous pouvez vérifier, on parle de l'expédition de Suez. C'est plus romantique, c'est moins belliqueux, et ça rappelle l'expédition savante de Napoléon en 1797-18. Tout cela fait partie de la frustration arabe qui va commencer à s'incarner dans toute la région. À la sortie de la guerre de Suez, le choix de l'Occident est de bâtir une alliance stratégique, non pas avec le républicain Nasser, mais avec précisément l'Arabie saoudite, c'est-à-dire celle qui avait la lecture la plus littéraliste du Coran, la plus rigoureuse de l'islam. Et c'est là où je me permets d'ouvrir une parenthèse. Vous lisez aujourd'hui dans vos journaux, vous écoutez la radio et la télé, vous entendez parler de salafistes, islamistes, djihadistes, et parfois on se dit, mais quelle différence il y a entre les étymologies? Il y a des différences énormes. Revenons un peu au fondement de l'islam, si vous le permettez. Nous savons tous que l'islam s'articule autour de deux périodes de la prédication. Tout d'abord, la première période qui se déroule à la Mecque, qui est viscéralement, éminemment spirituelle, qui est dans la droite ligne des Écritures qui l'ont précédée, où le dogme est achevé, c'est-à-dire où on nous dit très clairement qu'est-ce qu'il faut pour être un bon musulman. Je vous le rappelle très rapidement, il y a ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam ou les prescriptions communautaires. Si je me permets de dire devant vous, il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son messager, la ilaha illallah wa Muhammad Rasulallah, je vous donne le droit de me considérer comme quelqu'un qui se soumet, qui est le sens du mot aslama, à Dieu. Sous-entendu à Dieu. Donc, il est très facile de devenir musulman. Mais c'est la première des prescriptions communautaires. Le deuxième est plus difficile déjà. Faire sa prière 5 fois par jour pour se souvenir et se rappeler que Dieu est là, avec nous. Allah est présent. Et on se présente à lui en état de pureté, d'où les ambitions. Vers quelle direction se fait la prière? Et ne me dites pas à la Mecque, puisqu'on est à la Mecque. Durant la première période, elle se fait en direction de Jérusalem. Ville sainte, s'il en est, pour l'islam. Le troisième pilier se trouve dans toutes les religions, c'est le jeûne, au cours du mois lunaire de Ramadan. Là aussi, c'est pas facile. C'est en même temps le kippour chez les juifs, le carême chez les chrétiens.
Le quatrième est plus intéressant parce qu'il est socio-économique et il est très important. L'obligation faite à tout musulman de donner de 2,5 à 10% de ses bénéfices, et non pas de ses revenus, de ses bénéfices, pour la solidarité intracommunautaire. C'est ce qu'on appelle le zakat, qui est un impôt religieux, comme il en a existé dans d'autres religions, la dîme, etc. Et enfin, le cinquième, c'est le pèlerinage, au départ à la Mecque, puis ensuite ce sera à Médine. Cette période s'étend de 610 à 622. On est dans une période totalement, éminemment, viscéralement spirituelle. Vous voyez que dans les 5 prescriptions, on ne nous dit pas de porter un pantalon bouffant. On ne nous dit pas de mettre quelque chose sur la tête. Comment peut-on penser un seul instant et réduire l'islam à un fichu sur la tête? Reprenons ensemble le verset, la sourate 33, versets 54 à 59, concernant le voile. Que les épouses du prophète, les croyantes et les épouses des croyants, cachent, alors certains traducteurs ont parlé de voile, leurs atours. Là, je m'adresse aux dames, que vous êtes, mesdames. Quels peuvent être vos atours par 50 degrés à l'ombre dans le désert arabique? Est-ce que vous pensez sérieusement que cela peut être vos cheveux qui sont pleins de sueur et poisseux? Ou alors c'est cette blouse blanche que vous portez déboutonnée par le haut, qui lorsque vous vous penchez, laisse rêver les yeux lubriques des hommes qui croient apercevoir le paradis. C'est bien entendu cette chemise blanche. Et d'ailleurs, le verset qui suit est d'une précision ultime, et qu'elles portent leur djellabibihinna. Toujours pour les arabisants parmi vous, djellabibihinna est le pluriel du mot djellaba, le singulier, et la djellaba, elle part du cou jusqu'au pied. Elle a toujours existé. Mais des impostures comme ça, il y en a pas. Vous êtes tous persuadés, et toutes, que le musulman a droit à 4 épouses. Relisons ensemble le verset sur le mariage. Parmi les veuves et les orphelines, on était en guerre, ne l'oubliez pas. Il y a beaucoup de veuves et d'orphelines. Donc ça réduit quand même pas mal le champ. Tu as le droit de prendre jusqu'à 4 épouses, à condition de les traiter équitablement. J'ai peur de vous décevoir, messieurs. C'est pas uniquement en payant économiquement. C'est de dormir tous les soirs avec une différente, sans avoir aucun jour de congé. Alors s'il y en a parmi vous, messieurs, qui me disent qu'ils sont capables de le faire, j'aimerais vraiment leur serrer la main. Parce que les pactes, ça commence à 20 ans. Avec une, déjà, on a du mal. Alors, il y a une virgule après. Et c'est Dieu qui parle dans le Coran, c'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui s'adresse à son messager à travers l'ange Gabriel et qui nous dit « Et comme je sais que tu ne peux pas le faire, alors contente-toi d'une. » S'il y a une religion parmi les religions révélées qui soit monogame, c'est bien l'islam. La règle est que la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, O-U-M, la mère qui nourrit, la mère qui enfante, la mère qui protège, hors de la Oumma, point de salut. Dans le christianisme, on a eu ça pendant 20 siècles, hors de l'église, point de salut. Hors de la Oumma, point de salut. Et la Oumma a décidé de se concocter et de corrupter le calife, celui qui est dit d'être à la place du prophète, qui a un double titre, commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, commandeur, titre temporel, des croyants, titre spirituel. C'est lui qui est au-dessus de tout. Et c'est comme ça que nous avons les 4 califes éclairés et bien orientés. Le 3e va faire une révolution.
jusque 20 ans après la mort du prophète. Al-Coran, le Coran, la récitation, la lecture, est de tradition orale, et reste orale. En 652, 20 ans après la mort du prophète, voilà que le Coran devient un livre. Le calife Othman va faire écrire ce qui était oral et confondre les deux périodes de la prédication, en instaurant des thèmes. Donc il va y avoir énormément de contradictions. La plus frappante, dès le début du Coran, il est dit, il n'y a pas de contrainte en religion. La ikra fi din. Il ajoute en plus, je vous ai créé plusieurs nations pour que vous puissiez vous parler. Et voilà qu'à la fin, à Médine, quand il a connu l'Hégire, il y a un verset qui tombe. Ne fais pas du juif et du chrétien ton ami, combat-les. Et si tu n'arrives pas à les combattre, décrète une trêve et demande à Dieu de le faire. S'agissait-il d'un verset qui concernait les tribus chrétiennes et juives de Médine, qui avaient été suspectées d'avoir trahi le prophète au profit des Mécois à ce moment-là, où on a étendu l'interprétation à l'universel. Bien entendu qu'il s'agissait de Médine, et tous les grands interprétants le disent clairement. Néanmoins, c'est là où vont commencer les problèmes. Quand le livre est devenu un livre, donc immuable, il a fallu interpréter ces contradictions. D'où une multitude d'écoles juridiques et théologiques. Juridiques parce qu'il fallait traiter du quotidien, ne serait-ce que le mariage, le divorce, la garde des enfants, l'héritage, etc. La répudiation, le divorce que pouvait demander la femme, que peut demander la femme, etc. Et d'un autre côté, il fallait également interpréter sur le plan théologique déjà, puisque la théologie musulmane était en train de naître, et donc de la bâtir. Il y a eu une multitude d'écoles. Et ces écoles-là ont essaimé un peu partout. Jusqu'au moment où, à la fin du XIe siècle, il y a un calife, le calife Al-Qadir, qui nous dit, basta, on n'interprète plus. On ferme la porte de l'effort d'interprétation, en arabe l'ijtihad, effort d'interprétation. Racine arabe, JHD, l'effort, qu'on a également étendu à jihad. Jamais le mot jihad n'a jamais voulu dire guerre. La guerre, en arabe, c'est harb. On ne peut pas triturer le mot. Le jihad, c'est l'effort qu'on fait dans le Coran, qu'on fait pour être un bon musulman. Les 5 piliers de l'islam. Arkan de l'islam. Jihad veut dire effort. JHD. Et a donné ijtihad, l'effort d'interprétation, qui s'arrête donc à la fin du XIe siècle. Ce qui fige l'islam dogmatiquement jusqu'à nos jours, puisqu'il n'y a plus de calife qui rouvre l'effort d'interprétation, le fameux ijtihad. Nous parlons du sunnisme. En effet, après la mort du 4e calife, l'islam a connu un déchirement. Ce 4e calife, c'est le propre gendre et cousin du prophète Ali, qui est contesté dès sa cooptation par le gouverneur de Damas. On est en pleine guerre de succession, telle que le royaume de France en a connu des centaines. Et à ce moment-là, le gouverneur de Damas, Muawiyah, lève une armée contre le calife. Tentative de coup d'État. Cette armée perd. Alors il demande, selon la tradition, une trêve et un arbitrage temporel. Ali hésite. Il y a une partie de la communauté qui vient le voir en lui disant, si tu acceptes, nous,
nous quittons, nous sortons de la communauté. Sortir en arabe, c'est kharaja. Regardez bien la carte. Comme Ali va accepter, ils vont sortir, on les appelle les sortants, les kharijites ou khawarij. Vous les avez dans la presqu'île de Djerba en Tunisie, vous les avez dans tout le Mzab algérien, le sud algérien, et vous les avez au pouvoir dans le sultanat d'Oman, tout au bout de la péninsule arabique. Le sultan Qaboos est un khariji, ce qui lui permet d'être une sorte de médiateur entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite. Néanmoins, les kharijites sortent. En sortant, il y a un kharijite qui tue Ali, l'accusant d'avoir accepté l'arbitrage. Et là, le gouverneur de Damas s'autoproclame calife, le coup d'État réussi, et dit « Je resterai fidèle à la tradition du prophète ». La tradition du prophète, c'est les paroles du prophète, les hadiths. Mais attention, là aussi, attention aux impostures. Pour être sûr qu'un hadith est vraiment une parole du prophète, il faut être capable de dire toute la chaîne des transmetteurs. Ali l'a dit à Aïcha, Aïcha l'a répété à tel, etc., etc. Selon Al-Bukhari, comme selon l'a dit qu'il vient de Bukhara, il y aurait environ 6000 paroles du prophète reconnues à travers la chaîne des transmetteurs. Si vous allez en Arabie, on vous en citera 28 000, mais où il n'y aura pas la chaîne des transmetteurs. Mais néanmoins, la sunna du prophète va donner les sunnites. Donc tradition, parole et attitude du prophète dans certaines circonstances, telles que rapportées par ses compagnons. Et la troisième branche, ce sont ceux qui ont refusé le fait accompli. Ce sont les partisans de Ali, en arabe, Shi'at Ali. Voilà les trois grandes branches de l'islam, chiites, sunnites, khalégites. En 2016, 85% des musulmans dans le monde appartiennent à la communauté sunnite, 13% appartiennent à la communauté chiite, et 2% englobent les khalégites dont on vient de parler, mais aussi toutes les branches du chiisme qui vont essaimer au cours des siècles. Il n'y en aura pas d'autres. Il n'y a que ces trois branches de l'islam, c'est tout. Ces trois branches de l'islam qui sont importantes. À partir de ce moment-là, transposons tout cela sur le plan géopolitique. Après les années 60, nous avons assisté à ce qu'on a appelé un islam radical qui a commencé dans certains pays du PDPA. Pourquoi? Je vous l'ai expliqué, parce que l'Arabie saoudite avait mis la main sur les mosquées, les lieux de culte dans tout le monde arabe, non pas par des arguments, je dirais, dogmatiques, mais par des arguments sonnants et trébuchants, bien entendu. C'était l'époque où le roi Faisal va créer la Ligue islamique mondiale, va créer l'organisation de la conférence islamique, sorte de Nations Unies de l'islam, des pays d'islam, et bien entendu va créer le bras armé en quelque sorte, c'est-à-dire la Banque islamique de développement pour financer les projets des associations, des États, etc. Entre-temps, il y a aussi ce qui s'est passé dans le monde arabe, les guerres israélo-palestiniennes, la guerre de 67, de juin 67 dans le vocabulaire arabe, la guerre des 6 jours dans le vocabulaire israélien, la guerre de Kippour dans le vocabulaire israélien, la guerre d'octobre 73 dans le vocabulaire arabe, et voilà que commence une série de conflits, notamment au Liban en 75, qu'on a appelé guerre civile, alors que dès le début, en 75, il y avait des éléments étrangers, c'est-à-dire en 75, il y avait les Palestiniens, en 76, il y a eu les Syriens, en 77, il y a eu les Arabes, la force arabe de dissuasion, en 78, il y a eu Israël,
en 82 re-Israël. La première manifestation civile de la guerre du Liban va se dérouler en 83 entre deux milices. Ce n'est pas à vous, Français, que je vais expliquer ce qu'est une milice, c'est-à-dire une organisation paramilitaire qui prend la place de l'État dans tous les domaines, y compris la collecte des impôts. Mais entre-temps, il y a eu 3 autres événements mondiaux qui vont changer la face du monde. Invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge, 79. Révolution islamique iranienne en 1979 également. L'arrivée de Khomeini au pouvoir en Iran. Et enfin, la guerre Irak-Iran. Si je vous demandais c'est quoi la première guerre du Golfe, vous me répondrez presque unanimement, c'est bien entendu la guerre de 91. On a tellement occulté la guerre Irak-Iran qui était une répétition générale. Chiites contre sunnites, Perses contre arabes, stratégique, contrôle du Golfe Persique. C'était une répétition générale. Imaginez-vous cette guerre qui en 8 ans a fait 1 million de morts. C'est pas rien quand même. Et qui se termine au centimètre carré près sur les frontières hantées, et 15 jours plus tard, après le cessez-le-feu, tous les échanges de prisonniers sont faits. C'est une guerre dont rêveraient les diplomates des Nations Unies. Le dossier est bouclé en 15 jours. Puis il y a eu, bien entendu, celle de 91. Le père Bush s'arrête aux frontières de l'Irak. 12 ans plus tard, le fils Bush ne s'arrête pas aux frontières de l'Irak. Et là, c'est tous les accords Sykes-Picot qui sont remis en cause. L'Irak est éclaté. L'Irak est éclaté dès 2005. Avec les élections, on fait de l'Irak un État fédéral. 3 entités, chiites, sunnites, kurdes. 2 entités religieuses, une entité ethnique. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Nous payons l'éclatement de l'Irak. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak en 2003 ? Le haut-commissaire, M. Bremer, est arrivé en disant à l'armée irakienne « Rentrez chez vous, on vous rappellera ». L'utilité du parti Baas était que le pouvoir central de Bagdad pouvait atteindre le plus petit des villages à travers l'instituteur, le fonctionnaire de la collectivité territoriale, etc. En fait, il y a eu ce qu'on a appelé là aussi pompeusement les printemps arabes. Nous passons d'un extrême à l'autre, on les appelle les printemps arabes, aujourd'hui on les appelle les hivers islamistes. Pas tout à fait. Il faut quand même se rendre compte que la Tunisie aujourd'hui est en train de se battre encore pour la République. Et quelles que soient les interventions extérieures, on a parlé des islamistes. Là aussi, je vais être obligé d'ouvrir une autre parenthèse. Si nous prenons Chateaubriand, et nous lisons ensemble Chateaubriand au XIXe siècle, l'islamisme était au même niveau que le christianisme et le judaïsme. 2 chercheurs français en 1983, Bruno Etienne et Gérard Michaud, ont remis ce concept au goût du jour. Comme il y avait les intégristes, comme il y avait les fondamentalistes, ils ont voulu réunir les 2 concepts sous le terme d'islamisme dans l'islam. Un intégriste est celui qui s'attache à l'intégrité du texte. Le fondamentaliste est celui qui transpose cette intégrité textuelle à ses attitudes, ses comportements. Il y en a dans toutes les religions. Les 2 ensemble donnent les islamistes en islam, c'est-à-dire celui qui veut réislamiser le champ social, certes, le champ juridique et administratif, mais également le champ politique et économique dans lequel il vit. Donc, il est intéressé par les rouages du pouvoir. C'est ce qu'on appelle en sociologie religieuse les
l'islamisation par le haut. Les salafistes ne sont pas du tout dans la même démarche. Salaf en arabe veut dire le pur, l'originel, le vrai, tel que pratiqué par le prophète et ses premiers compagnons, ce qu'on appelle les pieux anciens. Donc c'est un retour au 7e siècle. Ils ne sont pas du tout intéressés par les rouages du pouvoir. La preuve, ils disent, le prophète nous a dit, avant sa mort, je suis le sceau des prophètes, et en effet, après lui, il y en a plus eu. Je suis venu parfaire votre religion. Sous-entendu, les zoroastriens, les juifs et les chrétiens ont reçu le message, mais ils l'ont détourné. Et termine-t-il, il me plaît que l'islam soit votre religion. Les salafistes s'en sont emparés de cette phrase en disant, voilà, puisqu'il lui plaît qu'on devienne tous dans l'islam, cela veut dire que toute l'humanité a vocation à se soumettre un jour ou l'autre à Dieu. Et donc, nous, on ne va pas reconnaître les frontières des États. Ce qui nous intéresse, c'est les sociétés humaines qui doivent se soumettre à Dieu. Mais il n'a jamais, jamais été ni dit ni écrit que cela doit se faire par le sabre et l'épée. Jamais. On a beau chercher, ça ne se trouve pas. Mais ils s'en sont emparés. D'ailleurs, vous avez beaucoup de salafistes, adeptes du salaf, qui ne sont pas du tout violents, donc pas du tout djihadistes au sens actuel du terme. On les voit beaucoup, d'ailleurs, en Égypte actuellement, et surtout au Pakistan et en Afghanistan. Il n'en reste pas moins. Certains sont devenus adeptes de la violence, et on le voit parfaitement aujourd'hui. Mais parce qu'il y a eu des gens qui leur font et leur tiennent des discours victimisants, et des gens qui leur tiennent des discours absolument à côté de la plaque et tout à fait dans l'imposture, et bien entendu parce qu'il y a des discours de gens qui sont revanchards. Mais ça devient le problème de l'Occident, ce n'est plus le problème du local. À partir du moment où le salaf s'installe, il faut savoir comment aussi il a été relayé. Les 4 écoles juridiques et théologiques retenues à la fin du XIe siècle sont des écoles, 3 d'entre elles ont été créées par des juristes et des théologiens. La 4e a été créée par quelqu'un qui est un pieux ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui est un homme d'un âge certain en Irak au IXe siècle, un certain Ibn Hanbal, qui a donné l'école des Hanbalites, qui nous dit, en résumant bien entendu, après le prophète, rien de nouveau. Il a été relayé par des théologiens, dont 2 nous importent. Un certain Ibn Taymiyyah, syrien du XIVe siècle, qui nous dit comment obéir à Ibn Hanbal, sinon en revenant au salaf. C'est lui le père théologien, le père concepteur du salafisme au XIVe siècle. Et 4 siècles plus tard, au moment du premier royaume de Saoud Ier, un certain prédicateur, Mohammed ibn Abd el-Wahhab, d'où l'école des Wahhabites, ou la branche des Wahhabites, nous dit tout simplement, on peut être salafiste à l'intérieur d'un État, à condition que l'État adopte comme constitution le Coran, et comme loi civile et pénale, la charia. Charia n'a jamais voulu dire loi. Shar, ou la charia, c'est le chemin à prendre pour se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, quand vous habitez dans un pays arabe, vous dites le quartier de Shar' tant. Donc là aussi, revenons toujours aux étymologies. C'est pour ça que les 2 sont salafistes, à la fois les salafistes qu'on voit
un peu partout, mais également Ibn Taymiyyah, le théologien syrien, et Abdel Wahhab qui a donné le wahhabisme. Et vous savez très bien qu'il y a 2 États au monde qui ont embrassé le wahhabisme, le Qatar et l'Arabie saoudite. Je referme la parenthèse, et ça nous amène aujourd'hui à cette lecture précisément confessionnelle, géopolitique, car le monde entier était persuadé que le Vatican, si vous permettez cette comparaison osée, le Vatican du sunnisme, c'était l'Arabie saoudite, depuis la mise à l'écart de l'Égypte après les accords égypto-israéliens de mars-avril 79, de l'accord de paix entre l'Égypte et Israël, et bien entendu, à partir du moment où l'Égypte a été mise en l'écart, ayant horreur du vide, l'Arabie saoudite a pris le Vaticanat de l'islam sunnite. Mais depuis 1979, les chiites aussi ont leur Vatican, c'est l'Iran. Regardez bien l'Iran. Depuis 1979, nous ne nous sommes jamais aperçus que l'Iran était en train tout simplement de bâtir, à travers, au départ, une diplomatie contestataire, une puissance impériale. Regardez bien cette carte. L'Iran a commencé déjà à faire de la surenchère dès 1979 sur un islam général, en disant il n'y a pas de chiites, il n'y a pas de sunnites, il y a l'islam. Sauf qu'ils ont oublié de nous dire les différences dogmatiques qu'il y a. Certes, au début, c'était une guerre de succession. Mais on l'a dit, dans le sunnisme, l'interprétation s'est arrêtée à la fin du XIe siècle. Or, dans le chiisme, l'interprétation ne s'est jamais arrêtée. Dans le sunnisme, il n'y a pas de clergé. Les dignitaires religieux de l'imam, qui dans le sunnisme conduit la prière, imam en arabe veut dire en avant, il a l'imam, c'est en avant. Imam, c'est celui qui est devant et qui conduit la prière communautaire du vendredi. Il n'a aucune autorité sinon morale. Mais il est nommé par le politique, le maire de la ville, ou alors le président du pays. Et à partir de là, tous les dignitaires de l'islam sunnite, le cadi, le juge, qui rédige tous les actes juridiques, mais également le moufti, la plus haute autorité, à la fois religieuse et administrative, doivent être nommés par le politique, par le ministère de l'Intérieur et du culte en France, et non pas par d'autres. Premièrement, tandis que dans le chiisme, il y a un véritable clergé qui n'a rien à envier à la hiérarchie de l'Église catholique, hein. Sauf que ce n'est pas une Rome quelconque qui les nomme, mais c'est le degré d'étude qu'ils effectuent. Et quand le peuple s'en mêle, le peuple va aller regarder le cheikh ou l'ayatollah, écouter son prône et son prêche, qui lui propose l'interprétation globale de l'homme, de la vie, de la société et du monde, qui lui sied le mieux. Alors il paye celui qui va devenir une référence dans le chiisme. L'ijtihad, c'est-à-dire l'effort d'interprétation, ne s'est jamais arrêté dans le chiisme. Le sunnite considère qu'il est l'aboutissement du monothéisme. Le Coran nous le dit très clairement, puisqu'il me plaît que l'islam soit votre religion. Dans le chiisme, on n'en est pas là du tout, ils attendent le Mahdi. On est déjà dans un monde ésotérique, puisque certains croyants estiment que les imams, qui dans le chiisme sont les guides de la communauté, et non pas ceux qui uniquement conduisent la prière du vendredi. Dans l'imama, ils croient en l'imama, et il n'y a d'imam que descendants d'Ali, le cousin et le gendre du prophète. Eh bien, ces imams-là, certains ne sont pas morts. Ils ont été occultés. Ils vont revenir à la fin des temps,
tenez-vous bien, avec le Mahdi. Le Mahdi, en français, c'est le Messie. Ça vous rappelle quelques souvenirs talmudiques. Et certains, comme les Alaouites en Syrie ou la branche des Alevis en Turquie, vous disent Ali, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. On est là dans des souvenirs catéchétiques. Tout ça pour vous dire qu'à partir d'un même socle, on a des divergences de plus en plus importantes sur le plan doctrinal et dogmatique. Et c'est bien cela qui pose aujourd'hui un problème entre les deux. Vous avez tous écouté comme moi, sans aucun doute, je n'en doute pas un instant, la déclaration des chefs des talibans pakistanais il y a 4 ou 5 mois, qui a dit: vous voulez que les attentats s'arrêtent au Pakistan? Pas de problème. Que les chiites cessent de dire qu'ils sont musulmans. Avouez que c'est radical quand même. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Quand les Américains en 2003 disent à l'armée de s'en aller, on va les rappeler, ils ont attendu. Ils ont attendu 11 ans. Et les officiers généraux de l'armée de Saddam Hussein ont mis la main sur, eh bien, tous les mouvements religieux, Al-Qaïda, Jmoud Allah, les soldats d'Allah, etc., en Irak. Ils ont constitué ce que aujourd'hui nous appelons sous l'acronyme de Daesh, l'État islamique autoproclamé, terroriste, puisqu'il déclare la guerre à tout ce qui n'est pas lui, pas seulement aux chiites, pas seulement aux minorités, à tout ce qui n'est pas lui, tout simplement. Entre-temps, ce printemps arabe dont on a parlé, on connaît là ce qui se passe en Tunisie, et là, aujourd'hui encore à Grenade. On sait ce qui s'est passé en Égypte quand le président Morsi, frère musulman élu, a voulu s'attaquer au pouvoir judiciaire. Le coup de force militaire du maréchal Sissi, certes aujourd'hui encore plébiscité, mais à qui on commence à demander des résultats. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où aujourd'hui le peuple attend réellement, puisque beaucoup de subventions ont été éliminées, et ils attendent les résultats de la seconde révolution. Et l'Occident s'est aperçu qu'il se passait des choses en Méditerranée. Nous avions un chef d'État excessivement réactif, c'est certain, très agité aussi, qui, conseillé par un ex-nouveau philosophe devenu mannequin depuis, s'est dit: je ne peux pas quand même laisser passer tout ça. Alors il a décidé d'aller en Libye. On a été en Libye. On a éclaté la Libye, sur le plan régional, sur le plan tribal. On a sauvé la population de Benghazi, c'était notre honneur. On a laissé mourir la population de Sirte, 150 000 morts. C'était notre déshonneur. Et depuis 5 ans, pas un jour ne se passe sans qu'il y a des victimes, des morts et des blessés en Libye. On n'a pas achevé le travail comme au Mali, où on a été, on s'est battu, et on a reconstruit un État. Peu ou prou satisfaisant, mais on est en train de le reconstruire jusqu'aujourd'hui. Mais on est arrivé comme un essai d'abeille en Libye, on est reparti comme un essai d'abeille. Et puis il y a eu la Syrie. À tout point de vue, je ne peux pas être suspecté d'avoir la moindre des empathies à l'égard du régime Assad. Tout d'abord, je crois que vous me comprendrez, en tant que Libanais d'origine, j'ai subi 30 ans d'occupation. J'ai eu des amis, des frères, des sœurs, des cousins qui ont disparu. Moi-même, j'ai été attaqué dans ma chair et dans mon sang sur l'ordre des Syriens, du régime. Mais en même temps, pourquoi voulez-vous que je sois obligé, en tant que citoyen français, de choisir entre la peste et le choléra? Ça ne me regarde pas. Et ensuite, comment voulez-vous que je croie quand un ministre plutôt étranger aux affaires me dit: il faut intervenir et abattre les dictatures?
Là, je commence à sourire en me disant, tiens, la République se reconstruit. Et tout d'un coup, il me dit, il faut abattre la dictature en Syrie. Vous avez mis 44 ans pour vous apercevoir qu'il y avait une dictature en Syrie. C'est à la limite un peu rassurant, comme quoi vos neurones cervicaux se sont réveillés au bout de 44 ans. Ils vont comprendre qu'il y a une dictature en Syrie. Et vous prétendez abattre cette dictature en vous alliant à des théocraties dictatoriales, Arabie Saoudite et Qatar, pour abattre la dictature en Syrie. Comment pouvez-vous penser un seul instant que vous allez être crédible et audible? La France et la puissance de la France dans cette région a toujours été de parler avec tout le monde. À tel point que ceux qui ne se parlent pas dans la région, les Marocains et les Algériens, les Syriens et les Libanais, les Israéliens et les Palestiniens, les Soudanais et les Égyptiens, passaient par la France pour se parler. Et voilà que tout d'un coup, depuis 2005, la France est devenue dans un camp contre l'autre. Ça veut dire qu'elle a perdu sa capacité d'être une passerelle. Elle a perdu son audibilité et sa crédibilité. La France a toujours été celle, non seulement qui a parlé avec tout le monde, mais qui a empêché certains États de faire du néocolonialisme. On s'est mis à faire du néocolonialisme, en Libye par exemple, comme les autres. Donc nous avons perdu notre crédibilité et notre audibilité. Aujourd'hui, la différence à laquelle on fait face, c'est que pour la première fois, nous avons un État territorialisé. La superficie de la Grande-Bretagne, quand même s'il en a perdu un peu ces derniers mois, qui a déclaré la guerre par les attentats du 13 novembre, notamment en revendiquant ces attentats-là. Aujourd'hui, cet État a légitimé toute riposte contre lui. Et nous sommes en train de nous poser encore la question, comment le traiter? Et quelle riposte? Alors on me parle de déradicalisation. L'Occident a inventé un mot que je vous demanderai très intimement de ne plus jamais utiliser. C'est le mot de tolérance. Revenons à l'étymologie, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont fait un peu de latin, reprenez le gaffio et allez au verbe tolero. Accepter, supporter. Déjà en acceptant l'autre, déjà en le supportant, on s'est posé sur une marche supérieure. Tolérance est un mot qui nous vient du XVIIe siècle et qui s'appliquait à l'erreur que pouvaient faire les joailliers en pesant la poudre des pierres précieuses. À ce moment-là. Je préfère de loin, c'est plus long, je vais respecter l'autre dans son altérité. Cela suppose le reconnaître comme son miroir. Cela suppose, comme le disait Saint-Ex, reconnaître aussi que ta différence m'enrichit. Mais comment peut-on prétendre reconnaître quelqu'un comme soi-même si on ne le connaît même pas? Combien d'entre vous, aujourd'hui, a lu le Coran? Comment voulez-vous comprendre le Quattrocento italien et la Renaissance si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Église catholique? Comment pouvez-vous comprendre l'histoire de cette région, la pensée de cette région, si vous ne connaissez pas l'histoire de l'islam? C'est une simple connaissance du savoir, c'est une simple transmission de savoir. Il y a un proverbe en arabe qui dit « tu peux perdre la mémoire
il y aura toujours quelqu'un qui te prendra par la main et te ramènera chez toi. Mais si tu commences à perdre tes racines, tu ressembleras à cet arbre sec qui n'en finit pas de mourir. Cette racine est essentielle. Le drame, c'est que ce qu'on appelle, là aussi d'une manière absolument non républicaine, les Juifs de France, les musulmans de France, et pourquoi ne pas les crevettes à l'armoricaine aussi, ce sont des citoyens français de confession, pardonnez-moi de dire bon Dieu, ça ne me regarde pas, et à la limite, je m'en fous. La confession, c'est précisément ce que la laïcité a englobé en faisant la différence entre la foi et la religion. La laïcité a le droit de croire ou de ne pas croire. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que l'athéisme et l'agnosticisme sont des démarches de foi et de recherche. Ça veut dire la différence entre la foi et la religion. La foi étant une démarche de l'intime, tandis que la religion est une organisation temporelle qui implique automatiquement un pouvoir au sein de la communauté. C'est ce que la laïcité rejette, puisqu'au lieu de relier les ligares, les religions sont en train de délier les liens sociaux. Restons dans la laïcité qui nous englobe et qui respecte absolument toutes les foi, la foi étant laïque. Et c'est là le problème, précisément, de ce mot qu'on nous répète depuis 5 ans. Démocratie, démocratie, démocratie. J'aimerais bien que quelqu'un me donne une véritable définition de la démocratie. Moi, j'en connais une seule, c'est la grecque. Démocratia veut dire le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Si l'un d'entre vous peut me donner l'exemple d'un État qui obéisse à cette définition sur la planète, je suis preneur. J'ai cherché avant vous, j'ai pas trouvé. Donc, ne soyons pas prétentieux et imposer aux autres ce que nous n'avons pas nous-mêmes. Nous sommes en train de bâtir notre démocratie, peut-être, l'élection n'est pas finie, mais il y a une chose que l'on a bâtie et auquel il ne faut pas renoncer, c'est la res publica. Je suis arrivé en France le 3 septembre 1976. La France m'a dit, tiens, voilà les clés de la cité, je fais de toi un citoyen responsable de la cité, co-responsable de la cité, donc égaux des autres, solidaire des autres, et laïque, parce que précisément, ma laïcité englobe. Être responsable de la République, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, malheureusement. Et c'est comme ça que nous sommes des vigilants. Et nous devons redevenir des vigilants. Le 13 novembre n'est pas loin. Et à partir du moment où chacun d'entre nous est responsable de la cité, il a en lui, avec lui, sur ses épaules, la responsabilité de la cité, quelle qu'elle soit. Maintenant, peut-être que l'exemple devrait venir de plus haut. Et là aussi, je vous en supplie, si vous connaissez quelqu'un qui se dit « j'ai des convictions et je vais les appliquer même si je ne suis pas réélu ». J'en ai, comme on dit vulgairement, donc j'ai le courage de le faire, même si je ne suis pas réélu. Et je vais le faire en 5 ans ou en 7 ans non renouvelables, même si je ne suis pas réélu. Mais au moins, j'aurai mis en application mes convictions dans la République. Si vous connaissez quelqu'un, de grâce, dites-le moi, parce que je le cherche toujours. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sfer. Maintenant, si quelqu'un aurait une question à poser. Si avec tout ce que j'ai dit, vous n'en avez pas, c'est grave.
Une question. Je vous remercie pour ces explications. En fait, ma question concerne juste l'avenir. Ma question concerne l'avenir, en fait, parce qu'on parle, notamment au Moyen-Orient, qu'ils vont copier, en fait, cette région en plusieurs petits pays, en fait. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de cette théorie? Est-ce qu'on va vraiment vers un monde, vers une région coupée enfin, on va oublier la grande série, on va obliger d'oublier. Ce n'est pas une théorie, c'est... vous savez qu'il y a aux États-Unis ce qu'on appelle un peu la synthèse entre le département d'État et le département de la Défense, qui a sorti une carte, la fameuse carte de Peters, sur laquelle ils sont en train toujours de travailler. Si l'on en croit cette carte, le découpage n'est pas fini. Les Américains veulent sortir du Moyen-Orient. Physiquement, ils y ont des intérêts. Donc ils ont constitué une alliance stratégique avec 3 pays. Un État hébreu, Israël, un État en population sunnite à constitution laïque. C'est pour ça que j'ai été le seul à dire que M. Erdogan avait perdu les élections, même s'il avait la majorité absolue. Il avait besoin, c'était la dernière fois où il avait besoin des 2 tiers des sièges pour s'attaquer à la Constitution, renier les pouvoirs du Premier ministre en faveur du président qu'il est aujourd'hui, et surtout relier la laïcité, les ailes de la laïcité. Et le troisième est l'État chiite. Regardez bien la carte. L'Iran, aujourd'hui, contrôle le golfe Persique. Grâce aux Américains en 2003, l'Iran est devenu un arc. La presse appelle ça chiite. Moi, j'appelle ça l'arc perse. C'est-à-dire Téhéran, Bagdad, Damas et le port de Tyr au Liban qui appartient à le Hezbollah. Et cet arc perse, comme vous le voyez, aboutit en Méditerranée. Donc pour la première fois depuis 6 siècles, l'Iran est devenu une puissance méditerranéenne. L'Iran est une fenêtre sur l'Afghanistan et le Pakistan. L'Iran est une fenêtre sur la mer Caspienne, c'est-à-dire le Caucase et l'Asie centrale. Donc l'Iran a une position, avec ce qui se passe au Yémen, qui est quasiment une guerre orpheline, mais qui encercle l'Arabie saoudite, l'Iran est devenu incontournable. En faisant cette alliance stratégique, ils ont également créé une rivalité. Quand en 2009, la Turquie s'est fait couler un bateau au large de Gaza, tout le monde a dit que, ça y est, Israël a perdu le seul ami qu'elle avait dans la région. On m'a interrogé, j'ai dit, écoutez, ne soyons pas dans l'immédiateté, c'est pour ça que vous me voyez moins sur les médias, parce que je ne veux plus de l'immédiateté. Attendez que les relations diplomatiques soient terminées, que les ambassadeurs soient rappelés, et là, vous direz qu'Israël a perdu. Alors, jamais il y a eu de rupture de relations diplomatiques. C'était des remontades, à la fois sur la clientèle interne, etc. Si on en croit la carte de Peters, il y a encore la création du Balochistan libre au sud du Pakistan, au détriment du Pakistan, l'élargissement du Kurdistan irakien et le cauchemar d'Erdogan en Turquie, l'établissement d'une sorte d'autonomie kurde en Syrie, à la frontière turque, l'élargissement du Liban, ça c'était au début, aujourd'hui il y a eu un grain de sable, l'élargissement du Liban englobant la côte syrienne, c'est-à-dire Banias, Tartous et Latakia, rattaché à la montagne libanaise. Pas de changement pour les territoires palestiniens, mais voilà. Donc la carte de Peters n'est pas terminée encore. La Syrie a empêché la réalisation de cette carte. Aujourd'hui, nous avons un régime Assad. Et quoi qu'on en pense, juste un constat cyniquement sain, qui règne sur une Syrie utile. Demain, la bataille de Raqqa et de Dar es-Zor va se dérouler.
l'intrusion russe, qui n'est ni un enjeu économique, ni un enjeu gazier, comme on a pu le dire seulement, mais qui est un enjeu interne. N'oubliez pas que les Russes ont eu le problème tchétchène. Et la phobie de Poutine, c'est de voir ce problème ressurgir avec ce qu'on a appelé les franchisés de l'État islamique. C'est ça qui a poussé les Russes. Et c'est pas fini encore. Donc, je crois que on est dans la gestation d'une nouvelle redistribution des cartes par les Américains dans la région, mais ils n'ont pas compté sur l'intrusion russe. Et l'intrusion russe a été acceptée par les Américains parce que Poutine a réussi à les persuader que c'est un enjeu interne pour lui, dans le monde russe. Maintenant, pour le reste, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne suis pas un devin et encore moins un prophète. L'avenir, tous les jours, on a une surprise, comme vous le savez, au Proche-Orient. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir M. Sper. Merci beaucoup tout d'abord de votre éclairage pour ceux que vous avez pu, en tout cas, nous présenter en montant, en allant très très loin. Je suis Daniel Auguste, le vice-président du comité de soutien aux chrétiens d'Irak, arrivé en France en 89 de la Turquie. Comme on a pu voir, depuis 2014, la situation actuelle en Irak, notamment vis-à-vis des minorités religieuses. Donc vous avez environ 150 000 chrétiens et quand même un petit peu de yézidis dans les camps des réfugiés dans le nord du Kurdistan irakien. La situation géopolitique en Irak avec deux pays que vous avez cités, mais vous avez oublié le troisième trio, qui est un grand logisticien, qui est M. Erdogan, vous le savez. Vous l'avez cité, mais pas dans la description, plutôt par rapport à la question qui a été posée pour le monsieur à côté. Et nous avons du mal à imaginer, de notre point de vue en tous les cas, déjà on a rencontré le patriarche assyro-chaldéen venu en France récemment, d'ailleurs il participe à un colloque vendredi au Sénat, sur le devenir de ces minorités religieuses. Je voudrais avoir votre avis sur le sujet, sachant qu'on voit l'évolution en Europe, l'Europe qui est quand même assez silencieuse sur le sort de la situation actuelle, chacun se tait. La France essaye du mieux possible de jouer un peu l'arbitre avec la... J'ai compris, monsieur. Et juste pour finir, comment on peut imaginer une paix durable et sérieuse en distribuant des médailles d'honneur en France à des vrais dictateurs en veut abattre monsieur Ne confondez pas les sentiments et les réels politiques, s'il vous plaît. C'est très facile. Je ne suis pas contre le fait que dans la Légion d'honneur à Mohamed Ben Naïef, ministre de l'Intérieur, premier vice-président, premier prince héritier d'Arabie Saoudite. À la limite, sincèrement, je m'en fous totalement. La Légion d'honneur donnée à l'étranger n'a aucune valeur. Qu'il le fasse, mais qu'il le fasse aux yeux du monde. Qu'il ne le fasse pas en catimini, qu'il ne le fasse pas en cachette. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Un État est avant tout un État qui défend ses intérêts. S'il a des intérêts, s'il peut prendre de l'argent en Arabie Saoudite, qu'il le fasse, je serai le premier à être content. C'est pas ça ce qui me gêne. Ce qui me gêne dans votre question, c'est que vous appelez à ce que je donne mon avis. Mon avis ne sera pas distancié. Comme vous le savez, je fais partie de ces minorités. Je fais partie de cette chrétienté d'Orient. Et je ne peux pas rester indifférent. Et je ne peux pas faire taire mes tripes en parlant. Donc, vous m'excuserez d'avance, je vais vous donner mon avis. Mais ce ne sera pas un avis, ni de l'enseignant, ni du politologue, mais un avis personnel.
J'en veux à mes coreligionnaires. Si vraiment nous avions été de véritables chrétiens, si nous avions réellement vécu nos valeurs chrétiennes en l'amour, parce que si vous enlevez l'amour, on n'existe plus. Nous aurions été contagieux vis-à-vis de nos compatriotes. Et je vais être présomptueux, monsieur. Nous aurions été contagieux vis-à-vis des chrétiens d'Occident qui ne sont, vous le savez très bien, que des descendants d'hérétiques ariens rattachés tardivement à Rome, alors que nous avons été toujours attachés à Rome. Nous sommes encore les seuls à pouvoir dire la messe qu'on est la foi ou pas d'ailleurs, et les paroles eucharistiques dans la langue du Galiléen. Mais nous avons adoré le veau d'or. Nous avons préféré la voir à l'être. Nous avons couru après l'important en oubliant l'essentiel. C'est pour ça que j'en veux à mes coreligionnaires. Et en premier à l'Église, ou à nos églises orientales, au 23, rattachés à Rome, ou séparés de Rome. Pardonnez-moi de le dire comme je le pense. Mais en même temps, je sais. Je sais que notre passé, comme notre devenir, sera toujours de mettre au bord du précipice. Et que nous passerons, nous, nos enfants, nos petits-enfants, notre vie à éviter d'y sombrer. C'est peut-être là que se tient notre témoignage de l'amour de l'autre. Mais comment peut-on aimer l'autre si on ne s'est jamais aimé soi-même? Voilà ce que je pense. Pardonnez-moi. Bonjour, Erasmus Seloé. Excusez-moi d'avoir pour mon français, mais c'est une question un peu embarrassante pour la question de... Pardonnez-moi, monsieur, je ne comprends pas. Pouvez-vous articuler, s'il vous plaît? Ouais. C'est une question un peu embarrassante après la... Il n'y a pas de question embarrassante, allez-y. Je voulais savoir votre avis sur l'exclusion des mouvements de l'islam politique modéré. L'exclusion des mouvements de l'islam politique modéré oui. au Moyen-Orient. Est-ce que ça renforce et ça accentue la crise dans le Moyen-Orient, dans le cas égyptien ou dans le cas d'autres pays? Merci. Parler des politiques modérées, monsieur. Il n'y a pas de politique modérée aujourd'hui au Moyen-Orient. Malheureusement. Il y a aujourd'hui des politiques nationalistes. Quand on voit dans certains pays, il y a des politiques de plus en plus renfermées sur soi. Vous le voyez très bien partout. Et tout d'un coup, nous nous retrouvons tous, habitants de ces pays, face à un ennemi, un qui s'est autoproclamé, et d'autre part, qui en même temps est en train de renforcer ce qu'on appelle pudiquement maintenant, non pas des dictatures, mais des régimes forts. Je crois sincèrement, monsieur, que tout commence à l'école. On découvre l'autre à l'école. Mais je ne connais pas encore de dictateurs ou d'hommes forts, modérés ou ouverts qui soient capables de transmettre l'école, le savoir de l'école, du collège, des lycées, des universités, à toute sa population, parce qu'il va nourrir le serpent qui va venir le piquer, automatiquement.
Et c'est pour ça que je crois que si la France voulait retrouver son rôle dans cette région du monde, il faudrait qu'elle se dise « Mon rôle est de jouer dans la cour culturelle et non pas dans la cour stratégique. » La cour stratégique, elle est totalement occupée par les Américains, c'est du réel politique. C'est de la réelle politique, c'est du cynisme. Soyons cyniquement ça. Mais aujourd'hui, il y a une cour culturelle dans laquelle nous pouvons être premiers. Construisons des écoles, construisons des collèges, des lycées, des universités, fabriquons des francophones à la chaîne. Ce seront des républicains. Et à ce moment-là, vous verrez comment, que ce soit le médecin, l'ingénieur, le commerçant, ou tout ce qui voulait, le bâtisseur, économiquement sera plus intéressé par la France que par le reste. Mais nous verrons surtout comment la transmission du savoir se fera de génération en génération. Et alors on pourra dire qu'on est réellement sur le chemin de la démocratie, de la modération et de la reconquête de la République. Mais il faudrait peut-être commencer chez nous. Pardonnez-moi, je suis obligé de vous dire au revoir. Merci beaucoup de votre silence, merci beaucoup de votre écoute. Je cherchais quelqu'un qui est piqué du nez durant l'heure et quart durant laquelle j'ai parlé. Je n'ai pas trouvé. Si vous êtes intéressé d'aller plus loin dans la connaissance, notamment la différence entre le chiite et le sunnite, je vous appelle à lire l'islam contre l'islam, qui met dans un style, je ne suis pas écrivain, mon cher ami, je suis un scribouillant vulgarisateur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans la cité que le scribe, précisément. Et en même temps, essayer de relire le livre remarquable de Corbe, Georges Corbe, Le Proche-Orient éclaté, ainsi que le dernier, enfin, celui que j'ai écrit dernièrement commis, quand j'ai vu que le gouvernement demandait aux gens d'enseigner l'islam sans aucune formation, brève histoire de l'islam à l'usage de tous, pour vraiment aller vers l'autre, le connaître et le reconnaître. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous pour votre silence et pour votre écoute. Passez une très bonne soirée.